Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Réouverture des écoles fermées du fait de l'insécurité, les enseignants retourneront-ils sans l'administration? Le ministre de l'Éducation nationale a exhorté les directeurs des académies du Mali à prendre des dispositions pour la réouverture des écoles fermées dans le pays. Cette décision est-elle accompagnée par des mesures sécuritaires? Les enseignants sont-ils prêts à regagner les salles de classe dans les zones d'insécurité? Les autorités n'ont-elles pas mis la charrue avant le bœuf? Les parents d'élèves laisseront-ils les enfants aller à l'école dans ces zones? Studio Tamani pose donc que le débat avec ses invités. Asikadei Agga Warzagan, président de la Fédération des associations des parents d'élèves de Kidal, il est au téléphone. Mahamadou Keita, directeur national de l'enseignement fondamental du ministère de l'Éducation nationale, au téléphone également. Et dans ce studio, Drissa Boiré, secrétaire chargé de l'information et de la communication du syndicat national de l'éducation de base SNEB. Je suis Imran Akilo Maïga, chers invités, auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Une rencontre s'est tenue entre le ministre de l'Éducation nationale le week-end dernier sur les difficultés liées aux écoles dans les zones d'insécurité. Monsieur Keita, savez-vous de quoi il a été question? Merci bien, monsieur Maïga. Il a été question de la situation des écoles de manière générale et de la situation des écoles non fonctionnelles de façon particulière. Il était du devoir de M. le ministre de l'Éducation nationale d'entretenir les directeurs d'académie sur sa vision, comment il voudrait que les choses marchent désormais au sein du département de l'éducation, en même temps leur donner des instructions par rapport à la conduite à suivre et recueillir d'eux aussi les préoccupations, les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes. Où en sommes-nous déjà avec la situation des écoles fermées au Mali? La situation des écoles non fonctionnelles au Mali est la suivante. C'est la situation du mois d'octobre. Au total, nous avons 1230 écoles qui ne fonctionnent pas. Dans ces écoles évoluent 114 306 élèves et il y a 2402 enseignants qui sont concernés. C'est cette raison qui sont touchées par la non-fonctionnalité de ces écoles. Il s'agit des régions de Koulikoro, Ségou, Mopti, Gao, Tomoktou, Menaka et Kidal. Est-il possible de parler de la réouverture des écoles fermées du fait de l'insécurité au centre et au nord du pays dans ces conditions? Non, vous savez, il y a plusieurs raisons qui expliquent la non-fonctionnalité de ces écoles, notamment les menaces des groupes armés, et les conflits intercommunautaires et les attaques de villages ou bien d'écoles par les groupes armés. Malgré ces raisons, malgré ces difficultés, depuis un temps assez long, tout le monde sait que certaines écoles ne fonctionnent pas. Face à cette situation, le département a mis en place un certain nombre de stratégies qui ont permis quand même à par endroits à ce que les enfants retournent à l'école. Maintenant, partout où la situation sécuritaire le permet, il est souhaité que les cours reprennent dans ces écoles-là et dans ces localités. Monsieur Warzagan, à Kidal, il y a combien d'écoles fermées dans cette localité? Bonsoir, monsieur Mega. Et je vous remercie d'avoir vraiment prendre la préoccupation de nous faire participer à ces débats. Et revenant à votre question, je pense qu'à Kidal, dans la région de Kidal, et à part le centre, le cap de Tissalit et le cap de Kidal, et partout ailleurs dans la région, les écoles ne sont pas fonctionnelles. Voilà, donc disons même en prenant ces deux caps, c'est uniquement au niveau des centres, disons, urbains, au niveau des centres, soit Tissalit central ou Kidal, la commune urbaine, et à quelques écoles, à quelques établissements près. Sinon, dans le reste de la région, les écoles sont restées fermées, disons, depuis les événements
2012. Vous parlez de 2 CAP. Actuellement, il y a combien d'enseignants sur place? En fait, les enseignants ne sont même pas sur place ici. Si vraiment je me mettais à vous dire que les enseignants sont là, à part le directeur de l'académie, puis le directeur des CAP et quelques 2 enseignants ou 3, en tout cas les enseignants ne se font pas du tout présenter, ne se font pas voir en tout cas à Kidal. Alors, quelle est la situation sécuritaire à Kidal actuellement? Est-ce que la situation sécuritaire permet la réouverture des écoles? En fait, en tout cas, si on se réfère au désir des parents, aux réclamations des parents aujourd'hui, il ne serait pas du tout impossible de penser qu'en tout cas, la réouverture ou le redémarrage des écoles qui étaient fermées à un moment donné, en tout cas aujourd'hui, si vraiment on se réfère, je l'ai tantôt dit, aux besoins et aux réclamations des populations, il ne serait pas du tout impossible de dire qu'aujourd'hui, il est possible que les écoles à Kidal, dans certains endroits, peuvent effectivement être réouvertes. Le ministre de l'Éducation nationale demande à ce que les enseignants retournent dans les zones d'insécurité. Comment vous comprenez cette situation? Merci bien, M. Maïga. Et permettez-moi de saluer tous vos auditeurs et téléspectateurs, bien sûr. Effectivement, le ministre de l'Éducation, il est dans son rôle, il est dans son droit. C'est très bien, c'est très normal de demander à ce que les cours reprennent et que les enseignants regagnent également effectivement ces zones. Mais les enseignants étant des citoyens comme tout le monde, et difficilement, il serait très difficile pour ces enseignants alors de rejoindre ces postes, ces endroits, en tout cas toutes ces zones où aujourd'hui l'État n'est pas à mesure de les sécuriser. Donc nous savons très bien que vous venez de parler du cas de Kidal tout de suite. Comme à Kidal, comme dans beaucoup d'autres localités dans ce pays, il y a en tout cas beaucoup de zones où l'État même n'est pas présent. Alors comment le ministre peut-il souhaiter ou peut-il demander aux enseignants alors de retourner à ces endroits, à ces zones pour pouvoir travailler, dans la mesure où l'État même n'est pas sur place? Alors qui est censé garantir la sécurité de ces citoyens qui sont les enseignants? Donc difficilement, nous voyons que ces enseignants puissent se retourner là-bas. Dans toute zone quand même où un enseignant ne se sent pas en sécurité, nous en tant que syndicat, alors nous les soutenons et nous disons non, ces enseignants ne vont pas rejoindre ces zones où il n'y a pas de sécurité. Donc les enseignants ne sont pas prêts du tout à regagner les salles de classe dans les zones d'insécurité? Bien entendu, vous avez bien précisé les zones d'insécurité. Vous savez, aujourd'hui, les enseignants ont toutes sortes de problèmes. Ce qui se passe aujourd'hui au Mali est très, très, très compliqué. C'est qu'il y a de ces endroits où des zones sont carrément interdites aux enseignants, dans certaines localités. Imaginez-vous à Kidal, à présent, à la date où nous sommes, ils parlaient du DA et autre chose, ils ne sont pas à Kidal. Les administrateurs scolaires ne sont pas à Kidal. Le DA de Kidal, les directeurs des CAP de Kidal, tous résident à Gao. Ils ne partent à Kidal que lorsqu'il y a des activités. Par exemple, on vient de finir avec l'examen du DF. Pour le DF, pour le lancement, l'ouverture des enveloppes, des confidentiels, autres suivis, ils se sont rendus à Kidal. Ils font les activités et après ils retournent à Gao. Et dans la mesure où les administrateurs scolaires eux-mêmes ne résident pas à Kidal, comment voulez-vous que les enseignants puissent partir à Kidal? Ils ne sont pas les bienvenus. Pour travailler, il faut quand même un minimum de sécurité. Donc nous, en tant que syndicat, nous pensons vraiment que c'est un peu trop demandé et c'est même injuste de demander aux gens de retourner sans au préalable garantir une certaine sécurité dans ces zones-là. M. Keïta, vous venez de le dire tout de suite que 114 000 enfants qui sont dans les zones d'insécurité ne bénéficient pas de leur droit à l'éducation. Alors, dites-nous, l'enseignant vient de dire que les enseignants ne peuvent pas retourner dans les zones d'insécurité là où l'État n'existe pas. De quoi les autorités ont-elles peur pour regagner ces zones abandonnées par l'État? Bon, moi je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne sais pas. Mais je parle d'éducation,
Permettez-moi de revenir un peu sur les propos du responsable des parents d'élèves de Kidal. Je voudrais... Par rapport à la déclaration... Allez-y. Le ministre disait qu'à Kidal, les autorités administratives ne sont pas là. Moi, je pense que le symbole de l'État aujourd'hui, c'est le gouverneur, monsieur le gouverneur. Le gouverneur de Kidal est à Kidal. Le directeur de l'académie aussi est là. Moi, à un moment, à propos de la question, il a été question effectivement à plusieurs reprises, effectivement, que le problème a été posé d'insécurité. Nous avons dit que un enseignant n'a jamais connu des problèmes ou des difficultés pour enseigner ici. Et les populations se sont dégagées à travers leur organisation ici pour dire effectivement ce qui concerne la sécurité des enseignants, ils en prennent la charge. Et plus que ça, à Kidal, en tout cas, tellement que les populations ont l'envie et le désir de faire fonctionner les écoles, ils se sont même donné, ils se sont accordés pour dire que voilà comment on va faire fonctionner les écoles malgré l'absence des enseignants. Et là, les populations, les parents d'élèves ont accepté de cotiser pour encore payer des volontaires. Et ces volontaires-là ne sont pas tous des Kidal, d'autres viennent du centre. Et c'est des enseignants. Pourquoi ceux-ci, ils viennent pour être payés, n'est-ce pas, être pris en charge par les populations, et pourtant ils n'ont jamais été agressés, en tout cas dans leur fonction ici. Donc disons que c'est là peut-être que, en tout cas pour nous parents, les enseignants, l'école, l'éducation, franchement, à Kidal, en tout cas, ce que je sache ici, nous sommes dit que plusieurs fois, nous l'avons dit avec les autorités scolaires, en ce qui concerne les enseignants, puisqu'un enseignant n'a jamais connu de difficultés ici par rapport à l'éducation, ce qu'on souhaite, on continue à souhaiter que les enseignants à Kidal reviennent. À un moment, nous avons même actionné les autorités communales pour dire que franchement, si les enseignants de collectivités territoriales sont payés par le fonds, n'est-ce pas, de ces instances, il serait souhaitable qu'ils reviennent, n'est-ce pas, pour vraiment poursuivre l'éducation à Kidal. Donc moi, je pense que le problème, en tout cas, de sécurité concernant les enseignants à Kidal ne s'est jamais posé. Je ne dis pas ailleurs. Ok, M. Warzagan, permettez à M. Keïta de revenir sur ce qu'il voulait dire, M. Keïta. Ok, d'accord. Merci bien, M. Maïga. Je disais que, contrairement à ce que M. Warzagan a dit par rapport au nombre d'écoles qui ne fonctionnent pas, aujourd'hui, dans la région de Kidal, nous avons 30 écoles qui ne fonctionnent pas sur les 87. Ça, c'est les derniers chiffres de la réunion du cluster du mois d'octobre du mois d'octobre. Donc, ce n'est que 34% des écoles qui ne fonctionnent pas. À ce niveau, ce qu'il vient de dire, c'est pertinent, c'est ce que j'allais dire à notre collègue du syndicat. Kidal, contrairement à ce qu'on dit, Kidal est l'une des rares régions où l'école a continué à fonctionner pendant les moments les plus durs de la crise. Parce que avec les 30 écoles? Non, c'est 30 écoles qui ne fonctionnent pas. 30 écoles sur les 87? Sur les 87. Donc, les 57 autres écoles ont continué à fonctionner, monsieur le préparant l'a dit tout de suite, avec des volontaires qui n'ont eu aucun problème à Kidal. Nous-mêmes, au mois de Est-ce que l'État appuie ces volontaires-là? Les volontaires sont pris en charge par des partenaires qui se sont engagés aux côtés du département pour leur... Et à un certain moment aussi, l'État avait recruté des volontaires pendant la période où il y avait de sérieuses difficultés à faire fonctionner les écoles. Les volontaires avaient été engagés par l'État pour faire fonctionner les écoles partout sur toute l'étendue du territoire. Donc, juste rappeler que nous-mêmes, nous étions à Kidal au mois de janvier. Le D4 est bel et bien à Kidal. Le DAE réside bel et bien à Kidal. Souvent, il y a des choses qu'on dit qui ne reflètent pas la réalité des faits tels qu'ils se passent sur le terrain.
Et nous avons été témoins de ça, nous avons été à Kidal, nous avons eu des rencontres avec les parents d'élèves, avec toutes les communautés de Kidal. Nous avons recueilli leurs attentes. Et comme l'a dit le président des parents d'élèves, Kidal est effectivement prêt à accueillir les enseignants et à assurer leur sécurité. C'est ce qui est ressorti de nos discussions avec toutes les parties prenantes. Quelle garantie l'État peut-il donner aux enseignants et aux parents d'élèves dans ces zones d'insécurité pour que les enseignants puissent retourner? La première garantie, c'est l'acceptation des enseignants par les communautés. Ça, c'est la première garantie. Si les communautés sont d'accord, il n'y a aucun problème, les enseignants vont bel et bien assumer le cours. Je vous donne un exemple. Parmi les nombreuses stratégies que nous avons développées, il y a ce qu'on appelle les centres communautaires. Les centres communautaires, c'est les centres que nous avons créés dans des zones où il y a un nombre assez important d'élèves déplacés. L'objectif pour nous, c'est de garder les enfants afin qu'ils ne perdent pas l'année d'aller à l'école, mais aussi de démontrer à la communauté que si les centres fonctionnent, il n'y a pas de raison que l'école ne fonctionne pas. Et beaucoup de communautés sont réceptifs à la création de ces centres communautaires et partout où on les a créés, ils ont fonctionné à merveille. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. On peut se renseigner là où on veut par rapport à cet aspect. Donc, c'est pour vous dire que la première des garanties, à supposer le préfet est là, l'armée est là, la gendarmerie est là, mais si la communauté n'est pas réceptive à la présence des enseignants, je crois que cela va poser plus de problèmes que ça va en résoudre. Vous dites l'acceptation des enseignants par les communautés, est-ce à dire que les communautés n'ont pas accepté les enseignants? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit à partir du moment où les communautés acceptent à ce que les enseignants viennent vers elles, faire fonctionner leurs écoles, il n'y a aucun problème. Ça, c'est leur garantie. La première garantie, c'est l'acceptation des enseignants par les communautés. C'est ce que j'ai dit. Si les communautés acceptent les enseignants, il n'y a pas de problème. Si les communautés acceptent les enseignants, il n'y a pas de problème. Si elles acceptent la présence des enseignants, il n'y a pas de problème. Est-ce que les enseignants sont dans cette démarche? Je n'ai pas compris. L'acceptation. J'ai posé la question à M. Boari. Oui, c'est une très bonne question et c'est même une bonne idée. Mais juste revenir un peu sur la présence des administrateurs scolaires. Contrairement à ce que le président des parents de la Kidal disait, je n'ai pas dit que les administrateurs ne sont pas sur place. J'ai précisé les administrateurs scolaires. Alors, si le gouverneur est là, effectivement, il est le représentant légal de l'État. Mais quand on parle de l'école, alors le premier responsable de l'école, celui-là à qui le gouverneur se réfère, c'est le DAE d'abord. Ensuite, les DK. Je dis que ceux-ci ne sont pas sur place. Et également, l'information ou le démenti, peut-être que le directeur national dit, ce sont ces informations. Et je crois que j'ai précisé qu'ils résident à Gao, mais ils partent à Kidal lorsqu'il y a des activités. Mais il va de soi que lorsque le directeur national ou le ministre, en tout cas, quel que soit le responsable du cabinet, du département de l'éducation, doit se rendre à Kidal, que forcément, ceux-ci viennent à Kidal pour les accueillir. Ça, c'est très normal. En tout cas, nous, syndicats, nous avons nos correspondants à Gao, nous avons nos correspondants dans d'autres régions du Nord et qui nous transmettent les informations en temps réel. Le mouvement de ces responsables, nous suivons très bien. Aussi, encore avant de revenir à la question, d'ailleurs, il y a un aspect que le parent a dit, le président des parents de l'élève de Kidal a dit qui est une très bonne chose, qu'aucun enseignant n'a eu des problèmes dans l'exercice de son travail à Kidal. Je pense que c'est déjà une très bonne chose et ça répond... Ça vous réconforte? Ça nous réconforte très bien et c'est déjà une réponse à votre question. Ça montre que peut-être que les parents de Kidal sont souciés de l'école. Et ça vous permettra d'aller à Kidal? Je viens aujourd'hui envie que tous les Maliens, les enseignants fonctionnaires reviennent encore à Kidal et travaillent correctement. Mais cette volonté du président ne peut pas garantir la sécurité des enseignants. Je le dis, je le maintiens. L'acceptation de la population est une très bonne chose. Nous parlons de Kidal, mais il n'y a pas que Kidal. Il y a beaucoup de zones du Nord. Prenons l'exemple, quand je prends la région de Tombouctou, par exemple. Il n'y a que 2 semaines seulement, un enseignant a été enlevé à Tombouctou, un professeur d'anglais. Il n'y a que 2 semaines. À Tombouctou, précisément, dans des zones comme, Niafungé, Léré, Bédéko, des zones comme ça, des enseignants, en voulant regagner leur poste, mais ils ont été attaqués. Ils ont été déposés de leur engin et d'autres biens. Mais comment voulez-vous que les gens acceptent de rejoindre des endroits où ils ne sont pas sécurisés? Et je précise bien que des zones que je viens de citer tout de suite, dans ces zones-là, il est dit clairement que les enseignants ne sont pas les bienvenus.
ceux qui font la loi dans ces zones l'ont dit carrément. Chaque enseignant qui s'hasarderait à venir dans cette localité, tu es responsable de ce qui t'arrivera. Voulez-vous que nous, syndicats, nous encourageons nos militants à aller dans ces zones? Ça, il n'en est pas question. Nous sommes tous maliens, nous avons tous la volonté, la bonne foi, vraiment de faire en sorte que partout, nous qui sommes formés par l'État, qui sommes payés par l'État pour transmettre des connaissances, que nous soyons présents sur toute l'étendue du territoire national, alors pour pouvoir transmettre, faire notre travail correctement comme tout fonctionnaire. Vous n'allez pas subvenir aux besoins des enfants qui ont besoin d'une éducation? Mais pourvu qu'on soit d'abord en sécurité. Comment voulez-vous qu'un enseignant puisse venir dans une zone, dire qu'il va enseigner où il est dit clairement que l'école classique est formellement interdite? Je disais tout de suite que ceux-là qui font la loi dans ces zones-là disent clairement que, en tout cas, les enseignants pour l'école classique ne sont pas les bienvenus dans ces zones. Ça, c'est encore à Tombouctou. Revenez un peu dans le centre, vers le Mopti. Il y a des cercles entiers où les préfets n'existent pas. Les sous-préfets ne sont pas sur place. Quand on dit que le gouverneur est là, tant mieux, c'est une bonne chose. Mais à Mopti, dans les cercles où même le préfet même n'est pas, sous-préfet n'est pas sur place, comment les enseignants vont venir travailler? Qui va les sécuriser? Mais la rencontre avec le DAE et le ministre le week-end dernier tout de suite, je crois, on a vu sur la télévision nationale le directeur de l'académie de Ségou, qui même a dit qu'à Ségou, tout près, il y a des zones où il y a des écoles qui sont fermées. Parce que c'est interdit, l'école. Alors, comment voulez-vous que... Je dis bien, on dit que l'école est interdite. Mais tu vas te rendre là-bas pour quoi faire? Celui-là qui est censé autoriser l'école, qui est censé alors garantir le minimum de sécurité à tout le monde, qui est censé exiger à ce que tous les enfants, disons, donner à tous les enfants le droit d'aller à l'école, n'arrive pas pour le moment à des difficultés. Vraiment à sécuriser les zones, à ouvrir les écoles. Les enseignants vont se rendre là pour quoi faire? Monsieur Warzagan, dites-nous, à Kidal, à quoi ressemble la vie des enfants qui ne sont pas à l'école depuis 2012 à aujourd'hui? Vous pouvez l'imaginer, hein? Vous pouvez l'imaginer à Kidal aujourd'hui comme partout ailleurs, vraiment l'envie. Vous savez, à un moment donné, nous les parents, disons les nomades, on n'avait pas du tout envie de laisser nos enfants à l'école. Mais durant ces derniers temps, franchement, c'est le revers de la chose. Aujourd'hui, les enfants sont là, ils sont en train de courir par-ci, par-là. Et nous nous disons même que si on ne fait pas attention, si on n'arrive pas à résoudre le problème de l'école, alors on les prépare à d'autres choses qui ne fera que, n'est-ce pas, alimenter l'insécurité dont nous craignons tous aujourd'hui. Et donc voilà l'état des enfants à Kidal. Les enfants sont laissés par là, ils ne sont pas encadrés, ils ne sont pas dans les classes, ils se donnent à toute activité. Vous voyez ce que ça fait. Si on n'y prend pas garde, alors cela veut dire qu'au lieu d'aller vers la paix, n'est-ce pas, la sécurité, on est en train de former, n'est-ce pas, des gens qui se donneront à d'autres activités, franchement, qu'on ne souhaite pas. Voilà le cas des enfants qui Kidal aujourd'hui. Donc, à l'heure actuelle, les populations nomades dont vous parlez ont soif à ce que les enfants aillent à l'école. Je vous dis que moi, je suis parent d'élèves ces derniers temps, même avant-hier. Je recevais les parents de certains secteurs de Takalout, Tafilian, qui avaient comme préoccupation le fonctionnement de leur école. Et ceci, il y a un président d'un comité de gestion d'une école qui me disait vraiment que si les enseignants, disons, ne venaient pas, peut-être qu'il serait bon de demander à l'État d'aller vers, disons, le recrutement massif des volontaires, n'est-ce pas, pour occuper les enfants dans les classes. Alors, est-ce que vous estimez que les autorités, avec cette insécurité grandissante dans les centres du pays et puis au nord du pays, n'ont pas mis les charrues avant le bœuf pour demander aux enseignants de retourner? Ah oui, je crois que comme le syndicaliste l'a dit, hein, moi je pense que je suis d'accord avec lui. Et avant tout, effectivement, il faut assurer la sécurité
des enseignants, des citoyens, pas seulement enseignants. Là où il faut peut-être dire que les enseignants n'ont qu'à aller là-bas, c'est pendant que les conditions, n'est-ce pas, qui leur permettent de travailler ne sont pas là. Je pense qu'il y a lieu à réfléchir. Selon vous, comment faut-il faire pour que les enseignants puissent retourner dans ces zones d'insécurité? Moi, je pense que, en tout cas, moi, je pense qu'à mon avis, ici, il faut associer tous les acteurs, n'est-ce pas, de l'école, les parents, les enseignants, en tout cas, à quelque niveau que ce soit, pour essayer quand même de dégager une stratégie, n'est-ce pas, leur permettant vraiment d'arriver chacun à mener sa mission correctement. C'est-à-dire que les parents auront leurs enfants, n'est-ce pas, qui auront accès à l'éducation. Les enseignants qui auront, n'est-ce pas, qui seront sécurisés. Et ainsi va vraiment, je pense que si on faisait comme ça va aller. Monsieur Keïta, pourquoi tant de problèmes toujours dans le domaine de l'éducation? Non, bon, écoutez, c'est pas le domaine de l'éducation qui souffre, qui est le seul à souffrir de tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est tout le comportement de l'État. Tout le monde est impacté par la crise. Hein. Tous les comportements de l'État sont impactés par la crise. Mais permettez-moi de revenir sur deux choses. Hein. Allez-y. Vous savez, souvent, loin de moi, l'idée de jeter la pierre à X ou à Y. Mais force est de reconnaître que beaucoup de nos collègues ne sont pas toujours enclins, ne sont pas toujours dans les dispositions de travailler, même s'il y a la sécurité. Je vous donne un exemple. L'année dernière, dans la zone dans l'académie de Douanza et dans l'académie de Mopti, on a mis en place un processus de délocalisation des écoles, des zones d'insécurité vers les zones sécurisées dans les écoles d'accueil. On a amené les enfants dans les écoles d'accueil. Maintenant, les enfants qui étaient encadrés par ces enseignants, on leur a demandé de rejoindre leurs élèves dans les écoles d'accueil privées. Ils ne sont pas venus. Parce qu'il y a des choses que l'on dit ici et là qui ne sont pas réelles. Ils ne sont pas venus. On a fait des communiqués, on les a menacés, on leur a dit qu'on va couper leur salaire. Les enfants étaient là, la zone est sécurisée parce que d'autres enseignants sont sur place, qui étaient en train de donner normalement les cours. Mais ceux qui avaient la charge des enfants qui sont venus ne sont pas venus. Première chose. Deuxième chose, le collègue parlait de Ségou. Sont clairs. Hein. C'est vrai, il y a des écoles fermées à Ségou. Mais il n'y a que 2% des écoles qui sont fermées à Ségou. Ségou a 1729 écoles. Sur les 1729 écoles, seules 34 ne fonctionnent pas. Donc, c'est que 2%. Donc, dire tout de suite sur les antennes que, bon, à Ségou, les écoles ne fonctionnent pas, non. Il faut lever aussi cet équivoque-là pour dire que ce ne sont que 2% des écoles de l'Académie de Ségou qui sont concernées par la non-fonctionnalité. Et ces écoles sont localisées à Nyono. Tout le monde sait que Nyono fait partie de l'épicentre de la crise. Et à Farako, c'est les deux localités qui connaissent vraiment les fermetures d'écoles et seulement 3 écoles à Barawoli. Donc, vraiment pour préciser ces deux aspects-là, dire aux uns et aux autres que ce n'est pas parce que le département est là et il veut envoyer les enseignants à la boucherie. Non, loin de là. Le département ne veut nullement envoyer les gens dans des zones où il n'y a pas la sécurité. Mais il faut reconnaître aussi que beaucoup de nos collègues ne veulent pas actuellement, ne veulent pas travailler. Je m'excuse, je n'ai pas d'autres mots pour le dire, parce que comme je l'ai dit, quand on a délocalisé, quand on a amené les enfants vers les zones sécurisées, ils ne sont pas venus. On a tout fait, on a utilisé tout ce qu'on avait comme arsenal administratif pour les contraindre à venir, non. Mais malheureusement, les responsables syndicaux, je leur tourne le chapeau, hein, les responsables syndicaux sont de très bonne foi et des gens qui sont vraiment, quand on les voit dans les écoles, dans leurs classes, ils sont toujours là, ils donnent le cours comme il le faut, mais ce n'est pas le cas pour beaucoup de leurs militants. Actuellement, quelles sont les dispositions garantissant aux enseignants d'aller à l'école qui sont prises par les autorités dans ces zones d'insécurité? Je le dis, je le répète, il n'est nullement question, le ministre n'a jamais dit qu'il faut envoyer les enfants et les enseignants obligatoirement dans les zones d'insécurité. Il ne l'a jamais dit. On parle de dispositions pour la réouverture des écoles fermées pourtant. Bon, par
nous, comme je vous le disais, on a développé un certain nombre de stratégies. On a d'abord privilégié le dialogue communautaire. On a dit, les écoles, là où il y a des problèmes, nous allons vers les communautés, nous discutons avec elles, nous leur donnons toutes les informations utiles pour qu'elles comprennent les enjeux. Et un exemple, de mars à mars 2020, nous avions 1261 écoles fermées. Et tout de suite, on a 1230. Donc ce dialogue communautaire a permis la réouverture d'au moins 31 écoles sur ce temps-là. Ensuite, l'État, le département, est en train de prévoir la distribution de kits aux enfants qui sont des enfants vulnérables, qui sont dans les zones où la sécurité est là et où il y a un besoin pressant de kits. Il y a aussi, on est dans un processus de généralisation des cantines scolaires pour que les enfants puissent revenir à l'école. Et vous le savez, il y a 2-3 ans, on avait mis en place un système de primes au retour dans les zones, je précise, dans les zones sécurisées. Mais les collègues enseignants ne sont pas venus. Et ce qu'on est en train de faire maintenant, on a demandé aux structures de concentrer, notamment au centre d'animation pédagogique, de faire un suivi rapproché des écoles ouvertes, parce que là aussi, une fois que dans la communauté voisine, l'école est ouverte, il n'y a pas de raison que nous aussi, on demande à ce qu'on rouvre notre école. Voilà les quelques stratégies que nous sommes en train de mettre en place. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle la stratégie de scolarisation accélérée, qui enrôle les enfants hors école, qu'ils soient déscolarisés ou non scolarisés de 8 à 12 ans, et qu'on encadre pendant 9 mois et puis qu'on transfère dans l'école classique. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en œuvre pour que l'école reprenne dans les endroits où cela est possible. Certains enseignants n'ont pas la volonté d'aller enseigner même dans les zones sécurisées, selon le terme de M. Keïta. Est-ce que c'est le cas? Cette question est faite... Effectivement, ce que le directeur dit, nous saurons nous reconnaître dans cela, parce qu'effectivement, il y a des responsables par rapport à tout. Dans chaque chose, chaque tâche est confiée à quelqu'un. Il vient de reconnaître tout de suite que l'effort fourni par les syndicats, si les collègues refusent de travailler, je pense que les arsenals juridiques ne peuvent pas finir pour pouvoir vraiment les amener sur le droit chemin. Les syndicats, alors, ont accompagné l'État. À chaque fois qu'il y a un problème, il y a une situation, nous accompagnons l'État, nous faisons Quelle a tout. été la part des syndicats? Nous avons demandé très clairement à nos collègues qui se trouvent dans des zones d'insécurité de rejoindre les chefs lieux de cercle ou de commune. Et quand ils arrivent dans ces endroits, d'aller à l'administration scolaire, se faire recenser. Si c'est au niveau du CAP ou au niveau des académies, d'aller se faire recenser pour que ce soit redéployé dans des écoles dans ces zones-là. Alors, tout enseignant qui n'est pas présent dans son poste, qui a regagné le chef-lieu de cercle ou de commune, qui ne s'est pas recensé également. Mais il ne suffit pas seulement de faire des communiqués, mais il faut repérer ces gens, ces enseignants. Il faut démarcher le syndicat, disons, informer le syndicat. Nous allons, ensemble avec l'État, conjuguer les efforts pour que les collègues qui se trouveraient dans ces situations vraiment acceptent de travailler. Sinon, nous sommes entièrement d'accord avec eux qu'ils soient sanctionnés. Nous ne pouvons pas défendre quelqu'un sur du faux. Nous ne pouvons pas défendre quelqu'un qui refuse de travailler. Que cela soit clair. Les syndicats, des sanctions? C'est ce que je viens de dire. Nous, à notre connaissance, nous avons informé tous les enseignants, je dis bien, qui ne se sentent pas à l'aise, en sécurité, de rejoindre les chefs-lieux de cercle et de se faire recenser par les académies et les CAP. À notre connaissance, c'est ce qui se fait. Je viens de vous le dire tout de suite qu'il y a des administrateurs scolaires même qui ne sont pas dans certaines localités. Ils sont ailleurs. Ils viennent pour les activités. Les enseignants sont dans les mêmes cas et la plupart sont redéployés. Maintenant, s'il y en a qui ne sont pas redéployés, nous ne les connaissons pas. Qu'ils ne sont pas en activité. C'est maintenant à l'État, effectivement, il l'a dit, le directeur national. Il y a des
des mesures à prendre. Il y a aussi des préalables. Ils peuvent être informés, il peut y avoir des communiqués, mais pourquoi ne pas également recenser ces gens et informer les syndicats? Nous connaissons nos militants. Si réellement nous menons nos enquêtes ne sont pas sur place, mais ce n'est pas nous qui allons les défendre. L'État va prendre toutes les responsabilités, s'assumer. Et nous allons l'accompagner dans ce sens. Ça, on ne va pas encourager un enseignant qui ne veut pas travailler. Je l'ai dit très tantôt que nous sommes payés pour cela. Et ça, nous sommes vraiment prêts à faire ce travail. Par rapport à Ségou, le directeur disait oui. Moi, je n'ai pas parlé en termes de pourcentage. J'ai dit le directeur de l'académie a dit sur les antennes nationales que même à Ségou, il y a des écoles qui sont fermées. Que ce soit 2%, 1%. Moi, ce n'est pas en termes de pourcentage que j'ai évoqué la chose. J'ai juste fait un témoignage que le directeur de Ségou, l'académie de Ségou, a eu à dire lors de la rencontre. Ça, c'est... après la rencontre, il a été interviewé par la télévision nationale. Et il a avoué. Ce n'est pas qu'à Ségou. Nous avons la situation de toutes ces localités. Nous avons le nombre d'enseignants, nous avons les pourcentages, en tout cas, qui sont déplacés dans certaines localités. Maintenant, s'il y en a qui échappent à ce contrôle, mais l'État aussi doit impliquer les syndicats dans ce travail. Tantôt, le président de Kidal disait, des parents d'élèves de Kidal disaient qu'on a mis la charrue avant le bœuf. Quelque part, ça peut être ça. On ne peut pas aller à ces choses avec les académies, avec les CAP, sans pourtant associer les syndicats aussi. Il faut travailler avec les syndicats également, qui sont les représentants des enseignants, alors qui sont mieux placés en cas de situation compliquée, qui vont intervenir. Il est important qu'en amont, ils soient aussi associés, qu'ils soient aussi informés, et qu'ensemble, nous nous donnons la main, que nous conjuguons les efforts ensemble pour pallier à toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer sur le terrain. Encore, je le dis, tout collègue, en tout cas tout enseignant, qui serait déplacé pour raison d'insécurité et qui ne se fait pas recenser, alors quelque part, s'ils le connaissent, ils n'ont qu'à l'avertir et qu'ils regagnent quelque part un endroit qui travaille. Sinon, nous ne sommes pas prêts à défendre ces gens-là. Monsieur Warzagan, tout à l'heure, M. Keïta disait que 31 écoles sont ouvertes sur plus de 1200 grâce à la conférence. Alors que 1230 restent encore fermées, est-ce que c'est réjouissant? Oui, au fait, ce n'est pas réjouissant. Mais, dans les propos de monsieur le syndicaliste tout de suite, moi, je dis effectivement qu'il y a un problème à résoudre entre le syndicat et puis le gouvernement, n'est-ce pas? Parce que franchement, tout de suite, je suis très heureux d'apprendre que les syndicats ne se sont pas du tout opposés. Maintenant, ils ont proposé une stratégie et c'est cette stratégie qui n'a pas fonctionné. Cette stratégie, c'est quand on dit, les syndicalistes ont dit vraiment à tous les enseignants de rejoindre leur poste partout où cela est possible. Voilà, donc il y a eu un silence ou une rupture entre ceux-là qui doivent administrer, gérer les enseignants au niveau de leur établissement, disons, ou au niveau de leur école, et puis les gouvernants qui représentent l'État. Et là, je suis vraiment content que ces problèmes soient posés ainsi, parce que de tout le temps, on nous disait que nous, à Kidal, on dit que c'est les syndicats des enseignants qui s'opposent, n'est-ce pas, au redéploiement des enseignants sur le territoire. Et j'apprends aujourd'hui que le syndicat, en tout cas, ils ont donné leurs principes et ils ont dit, voilà. Et au retour, ils n'ont pas eu, n'est-ce pas, ils n'ont pas été accompagnés dans leur démarche. Et je souhaiterais vraiment que l'État les accompagne dans leur démarche, dans ce sens que tout enseignant qui ne rejoint pas son poste, que son directeur d'académie ou son directeur de CAP n'a qu'à les signaler. Et en ce moment, peut-être que les dispositions seront prises. Et voilà, je pense que le fait de dire que le nombre d'écoles qui ne fonctionnent pas, ce n'est pas réjouissant. Parce que, disons-nous, nous n'avons rien de l'école. Nous n'avons rien de perpétuel, de sûr que l'école. Si ça s'arrête comme ça, cela veut dire que quelque part, on dit même notre épanouissement est freiné pour des décennies ou des siècles.
Donc, vous voyez ce que je vois. Vous voyez ce que je veux dire. Oui. Au niveau de Kidal, qu'est-ce qui a été prévu pour les enfants dont leur âge a dépassé l'école pour qu'ils puissent aller à l'école? Oui, à ce niveau, il y a en tout cas, il y a de ces activités qui se manifestent au niveau des ONG. Je sais qu'il y a des ONG ici qui prennent les non scolarisés en termes de formation professionnelle, c'est-à-dire que certains, c'est-à-dire de 15 à 18 ans, 22 ans, ils les forment dans des métiers tels que la mécanique auto, la menuiserie, la couture et bien d'autres activités. En tout cas, je sais que certains ONG sont en train de former, de faire des formations dans ce sens-là, pour prendre en charge cette tranche d'enfants. Monsieur Keïta, que faut-il faire pour que l'éducation, qui est un droit pour les enfants au Mali, soit une réalité? L'éducation, c'est déjà une réalité au Mali. Mais tout le monde sait la crise conjoncturelle à laquelle nous sommes confrontés. Malgré tout ça, le département n'a jamais baissé les bras pour faire fonctionner les écoles là où c'est possible. Comparaison n'est pas raison. Si nous prenons notre pays et nous comparons le nombre d'écoles non fonctionnelles à celui de certains pays voisins, vous verrez que ici les efforts sont énormes pour que les uns et les autres puissent vraiment bénéficier de leur droit à l'éducation. Je vous ai parlé de tout ce que nous sommes en train de faire. Le président de Kidal lui a posé une question par rapport aux enfants qui ont dépassé l'âge d'aller à l'école. Sur ce plan, l'État, avec des partenaires, comme je l'ai dit, a mis en place la stratégie accélérée, la stratégie de scolarisation accélérée. Et ensuite, on est en train, avec toujours les partenaires, de mettre en et des zones à cibler pour que les enfants puissent continuer à bénéficier de leurs droits à l'éducation. Et allô? Allez-y, je vous écoute. Voilà. Donc, merci. Voilà. Donc, on a développé tellement de stratégies, nous avons mis en place tellement d'actions qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui que l'État ne fait rien. Mais toutes les actions, c'est vrai, 1230 écoles fermées qui ne fonctionnent pas, c'est pas réjouissant, certes. Mais vu la conjoncture, vu les conditions dans lesquelles le pays se trouve aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que le département est en train de fournir d'énormes efforts pour que les uns et les autres puissent avoir droit à l'éducation. Monsieur Boiré, au regard de la situation actuelle, quels sont aujourd'hui les besoins du moment? Oui, effectivement, les besoins du moment, c'est en réalité d'aller à l'école, d'aller faire la formation, d'ouvrir l'école sur toute l'étendue du territoire national. Mais à cela, il faut reconnaître aussi que le directeur l'a dit, l'État a fourni beaucoup d'efforts. Il est aussi accompagné par d'autres partenaires. Tantôt, à Kidal, on disait que l'école fonctionne à Kidal, mais bien sûr pas par des enseignants fonctionnaires. À Kidal, ce sont des partenaires qui appuient Kidal. Ce sont des ONG qui ont recruté des enseignants volontaires qui enseignent à Kidal. Voyez-vous un peu. Maintenant, dans d'autres localités, le directeur l'a dit, effectivement, ils fournissent beaucoup d'efforts. Les autorités fournissent beaucoup d'efforts, mais en réalité, il est important que, tantôt, vous le disiez, que la collectivité aussi accepte que les écoles s'ouvrent et qu'ensemble, l'État et tous ses partenaires essayent de voir dans des endroits où l'école est considérée comme chose interdite, que ces gens-là reviennent à la raison et qu'ils acceptent que tous les enfants aient le droit d'aller à l'école, que tous les enfants de ce pays, les fils de ce pays, puissent au moins avoir un minimum de connaissances. En tout cas, nous pensons aujourd'hui que l'État seul, à ce niveau, ne peut pas. Il est important qu'eux aussi, tous les efforts qu'ils vont faire, tant qu'ils n'associent pas tous les acteurs, tant qu'ils ne sont pas avec les syndicats également, il va être extrêmement difficile d'arriver à... Nous n'avons pas assez de temps, nous allons donner le dernier mot à M. Warzagan. M. Warzagan, quelle solution la Fédération des parents d'élèves propose pour que les enfants puissent bénéficier de leur droit à l'éducation?
Ouais, moi, je pense que je vais un peu rectifier effectivement, monsieur le syndicaliste. À Kidal, les enseignants volontaires sont pris en charge par les cotisations des parents d'élèves. Franchement, à part, moi, je crois qu'il faut le mettre à l'actif des parents d'élèves qui ont accepté, n'est-ce pas, contribuer et prendre en charge les enseignants volontaires. Moi, je pense qu'en ce qui concerne la question, il y a lieu vraiment de conjuguer tous les efforts à tous les niveaux. Les parents d'élèves vont s'impliquer comme ils l'ont démontré en tout cas dans cette situation difficile. Merci, Monsieur Warzagan. Merci, Monsieur Warzagan. Le temps imparti est déjà... Nous n'avons plus le temps, donc merci bien pour ces explications. Cela met fin à ce débat sur la réouverture des écoles fermées du fait de l'insécurité. Merci à nos invités, Assi Kadei Ag Warzagan, président de la Fédération des associations des parents d'élèves de Kidal, Mahamadou Keita, directeur national de l'enseignement fondamental du ministère de l'Éducation nationale, Drissa Boiré, secrétaire chargé de l'information et de la communication du syndicat national de l'éducation de base. À la présentation, Imirana Kilo à Maïga avec une coordination de Mohamed Touré. À la mise en onde de Mamadou Ouattara. À régie vidéo à Gagny Kanté. À demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.